On a déjà vu 6 merveilleux piliers. Je vais vous laisser parler à votre salle du nouvel état d'esprit pour demain. Et moi, je vais me dissiper, mais grâce à la technologie, je ne serai pas bien loin. Sans vous, alors? Je le crains. Je cours ça pas va assez être vite. triste. L'ouverture. Alors, l'ouverture, après ce qu'on a vu, il n'y a pas grand-chose à ajouter, au fond, hein. Je crois que les témoignages que nous avons vus, notamment celui relatif aux projets immobiliers concernant le siège et les régions et au projet toboggan, laissent peu de place à une ouverture plus large, parce que là, on est au maximum de l'innovation possible, au-delà même de toutes les ambitions et imaginations qu'on avait pu avoir dans le plan stratégique. On s'était dit qu'il faut sortir du cadre, mais alors là, c'est encore au-delà. Ceci dit, l'idée est bonne quand même. Alors, moi, je prends toujours une comparaison dans ce genre de situation où on est en train de parler d'innovation, d'ouverture. C'est celle tout simplement de la marche à pied, hein. C'est une comparaison que tout le monde connaît, elle est banale, mais vous savez, quand on marche, en fait, la première chose à faire, c'est de se mettre en déséquilibre, hein. Si l'une ou l'un d'entre vous essaie de marcher en refusant de se mettre en déséquilibre, il ne bougera pas d'un pas. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait spontanément quand on est comme ça sur une scène, hein, à tomber en avant, puis à se retenir pour ne pas tomber jusqu'en bas. Et à la fin, au lieu de tomber, on avance. Alors, je pense que pour nous, c'est la même chose. L'ADI a un risque, en fait. Un seul vrai risque, c'est de se prendre pour une institution. Et c'est un vrai risque, parce que toute organisation qui réussit plutôt pas mal, et c'est notre cas, hein, on se l'est dit et redit, et on s'est applaudi, et c'est la vérité, a naturellement tendance à considérer que, en gros, elle a en elle l'essentiel des ressources nécessaires à son évolution et à son développement, hein. On est plein de tous très intelligents. Chacun connaît bien et nos créateurs, et le microcrédit, et l'accompagnement. On est les meilleurs, et assez naturellement, on a tendance à penser que les bonnes idées sont entre nous. Or, ça n'est pas vrai. Ça n'a jamais été vrai, et ça l'est moins encore aujourd'hui que ça ne l'a jamais été. Vous le savez, on est dans un monde tellement fluide en termes d'information que les innovations sont partout, et qu'il faut essayer d'être plutôt au milieu du carrefour, sur le forum, pour essayer d'attraper les bonnes idées, et puis de les utiliser. Et donc, je crois que le grand défi qui est le nôtre, pour tout d'ailleurs, que ce soit pour optimiser, que ce soit pour plaidoyer, que ce soit pour innover, le grand défi, c'est d'être capable d'ouvrir les portes et les fenêtres. Et c'est peut-être le défi le plus difficile à relever, même si nous n'en avons pas conscience. Tout simplement parce que quotidiennement, voilà, on a chacun des choses à faire, on les fait plutôt bien et on les réussit plutôt pas mal. À certains égards, échouer est une très bonne manière de se forcer à ouvrir les portes et les fenêtres. Mais réussir, comme c'est le cas de l'ADI, c'est le piège le plus dangereux. Excusez-moi, là, je termine sur une tonalité qui est... Mais vous inquiétez pas, c'est pas terminé, il y a encore quelques minutes. Et donc, je crois que c'est cette conviction qui doit nous animer, que l'ouverture, l'acceptation d'être en déséquilibre est une discipline qui est essentielle pour un projet comme l'ADI, qui est un projet de 30 ans. Hein, quand on a 30 ans, on peut craindre de rentrer dans l'âge mûr, ce qui est absolument ce qu'il faut éviter pour l'ADI. Et donc, accepter de se mettre en déséquilibre. Alors, dès l'origine, l'ADI a été en avance. Juste une petite parenthèse, on n'en a pas nécessairement conscience, mais quand dans les années 90, l'ADI plaidait que l'entrepreneuriat individuel, la création de son propre emploi, était une forme d'emploi d'avenir, que ça n'était pas le passé, que ça n'était pas un pis-aller, on était un peu dans le désert, hein. On était dans le désert. Il faut qu'on en ait conscience. Le temps a passé. Mais la réalité, c'est que dans les années 90, voilà, le travail indépendant, c'était vraiment un truc pour, voilà, dans les coins. Alors, il y avait les professions libérales, bien sûr, ça très bien. Mais enfin, en dehors de ça, il n'y avait pas grand-chose. Et on était vraiment dans un désert.
aujourd'hui, on voit bien que ce que nous disions, ce que Maria disait en 90, en 95, ça se produit. C'est-à-dire qu'on a un univers du travail qui ouvre au travail indépendant une place tout à fait considérable. Alors de temps en temps, quand on est précurseur, quand on a su voir bien avant, il faut se dire oui, on a su voir bien avant. Donc ça, c'est, on va dire, la satisfaction d'avoir été véritablement en anticipation. Mais aujourd'hui, il faut qu'on continue d'être en anticipation. Hein, et il ne faut pas qu'on regarde derrière et qu'on s'assoie dans le siège. Et pour ça, il faut qu'on soit capable de nous bousculer nous-mêmes, quoi, de nous bousculer nous-mêmes. Alors pour se bousculer soi-même, il y a une méthode qui ne marche pas et il y a une méthode qui marche. La méthode qui ne marche pas, c'est celle qui consiste à se lever le matin ou alors à fêter un anniversaire, à monter sur scène, mais c'est pareil, et de se dire à partir d'aujourd'hui, je me bouscule. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus faire comme avant, je vais ouvrir les portes et les fenêtres, je vais regarder ce que font les autres, je vais accepter d'être dérangé. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ou ça marche une fois, pas deux. Donc pour être vraiment bousculé, il faut accepter de laisser rentrer les courants d'air. C'est-à-dire qu'il faut en gros se mettre en situation d'être obligé d'être bousculé. Hein? Si on est obligé d'être bousculé, alors on est bousculé. Excusez-moi, je dis des choses assez basiques, mais enfin, je pense que si on est vraiment honnête avec soi-même, on se rend compte que se changer de comportement et de manière de faire tout seul, par simple discipline, peut-être que quelques-uns d'entre nous sont capables d'y arriver, mais c'est dur. En revanche, quand on est obligé, on est obligé. Alors, comment on fait pour s'obliger à bouger? Alors, il y a déjà un premier truc, on fait un plan stratégique. Et le plan stratégique, il ne faut pas le voir comme un rail sur lequel on s'est mis et sur lequel on va rouler pendant 3 ans. Parce que ça, ce n'est pas être dérangé, se mettre dans un rail sur lequel. Il faut le voir comme un machin qui doit nous pousser en avant, nous mettre en déséquilibre. Il est derrière moi, là, il me fait avancer. Ça, c'est le plan stratégique. Vision un peu conceptuelle, mais vous allez voir que dans la manière de le mettre en œuvre, ce que je dis est important. Ce que je dis est important. On ne rentre pas sur des rails pendant 3 ans avec un BP, des chiffres, etc. On a fait beaucoup mieux qu'un BP, qu'un business plan. Oui, on a fait un business plan, heureusement, ça nous aide à voir si on est à peu près, si on a fait quelque chose ou rien. Mais ce n'est pas le BP qui est le plus important aujourd'hui. Ce qui est le plus important, c'est les chantiers qu'on a ouverts, c'est ce qu'on a dit qu'on ferait. On ne sait pas trop comment. On croit, on a des idées, mais on ne sait pas trop comment. Par exemple, on a dit, bon, on va essayer d'utiliser les données. Vous savez, la data. Enfin, données, data, mais enfin, data, ça fait plus mieux, mais les données, quoi. Utiliser les données. Pourquoi faire les données? Alors moi, j'ai écouté ce que disaient les gens qui étaient sur scène, là. Il faudrait qu'on sache auprès de qui on veut être connu. 2, il faut que lorsque on innove, on soit capable de se tromper 1 fois, 2 fois, 3 fois. Alors, est-ce qu'on est capable, par exemple, et ça, c'est pas si évident que ça, parce que, honnêtement, je vous le dis, pour le moment, j'y arrive pas vraiment. Mais il faudrait qu'on soit capable de segmenter, comme disent les gens qui parlent chinois, de segmenter nos cibles de communication, nos cibles de prospection, de manière beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus structurée. On le sait, un certain nombre de publics qui sont des publics qu'on doit être capable d'atteindre. Aujourd'hui, bien sûr qu'on adapte notre offre en fonction des publics. Vous le faites tous les jours. Je ne suis pas en train de dire qu'on fait tout pareil pour tout le monde. Mais au niveau de l'ADI, notre capacité à être, je dirais, en construction d'une offre, d'une démarche spécifique pour certains types de publics, on ne le fait pratiquement pas. Je dis pratiquement pas parce qu'on l'a fait un peu, mais pratiquement pas. Et pour le faire bien, il faut être capable d'utiliser la data, la donnée, c'est-à-dire d'essayer de savoir comment toucher tel type de public. Donc on doit travailler sur une vision peut-être un peu plus technologique, un peu plus de notre public, et le voir d'une manière moins globale. Pardon, j'emploie peut-être des gros mots, mais justement, je dérange. Il faut qu'on soit capable de se laisser déranger, et que notre manière d'aller chercher nos publics, eh bien,
on l'invente d'une manière qui soit différente, dérangeante par rapport à celle que nous avons jusqu'à présent utilisée. C'est vrai pour notre image, c'est vrai pour nos prospections. Il y a quelque chose qui doit nous habiter aussi, j'écoutais tout à l'heure, c'était vraiment très très frappant, la capacité de se planter, d'essayer des trucs qui ne marchent pas. Alors ça, c'est pas possible, évidemment, si on le décide au bureau, Emmanuel, tout l'a dit, etc., on se lance et on se plante. Ça, c'est un peu compliqué. Pour y arriver, il faut qu'on soit capable de laisser beaucoup d'initiatives locales. Parce que si on fait un truc localement et que ça se plante, dans certaines limites, Emmanuel, moi je suis très prudent parce qu'après, vous n'imaginez pas comme il peut être cruel. Mais dans certaines limites, si on se plante sur une initiative, c'est pas grave. Et quand je dis c'est pas grave, je devrais dire au contraire, c'est formidable. Parce qu'on recommence, et on recommence encore. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Mais ça suppose que dans notre organisation, dans la manière dont on ouvre les champs d'autonomie et de liberté, on soit capable d'être dans cette logique d'expérimentation locale, des tentatives et d'échecs. Puis de retentatives, éventuellement de nouvel échec. Et donc, je crois que quand on dit que l'ancrage territorial de l'ADI est un des grands projets, ça veut dire des choses en termes de gouvernance, mais ça veut aussi dire des choses en termes d'organisation interne. Et c'est probablement d'ailleurs pas au niveau des régions que se trouve le bon niveau où on a le droit de se planter. Le bon niveau où on a le droit de se planter, c'est probablement plutôt au niveau des territoires. Le plus petit c'est, le mieux c'est. Parce que le moins risqué c'est. Et donc, il faut qu'on réfléchisse à la manière d'aller jusque dans les territoires, dans des unités, et pourquoi pas jusque dans des antennes, dans des unités de petite taille, en laissant les marges, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à lancer des choses sans trop y réfléchir, sans y passer des années, sans y dépenser trop d'argent au total, et sans qu'il y ait un risque mortel si jamais on se plante. Et c'est comme ça qu'on innovera. Donc j'arrête là parce que je ne veux pas faire un grand cours, mais je pense que l'idée que nous devons être en situation de se sentir poussés en avant par le plan stratégique et pas assis sur un wagonnet sur des rails, c'est l'idée centrale. Je donnais quelques exemples de la décentralisation pour de l'initiative avec capacité d'échec, une capacité de ciblage peut-être beaucoup plus structurée, j'allais dire presque scientifique, en tout cas fortement organisée de nos cibles en termes de communication ou en termes de prospection. Je pourrais citer beaucoup d'exemples de ce type-là, mais nos chantiers, nous devons les concevoir comme une manière de nous faire pousser dans le dos en déséquilibre par rapport à, on va dire, notre zone de confort. Voilà ce que je voulais dire. L'ouverture, c'est ça. L'ouverture, c'est ça. Il y en a une dernière méthode, si j'ose dire, et c'est par celle-là que je voudrais conclure, c'est par les partenariats. Nous travaillons depuis toujours avec beaucoup de monde, à commencer par les banques. Il y a dans les gènes de l'ADI la logique du partenariat. C'est à l'origine même de l'ADI. Le partenariat avec des banques, et puis évidemment les partenariats avec les collectivités, les partenariats avec les grands partenaires publics, je pense notamment à Pôle emploi, qui d'ailleurs à certains égards, malgré son image et sa réalité de grosse institution un peu lourde, peut nous donner des idées qui nous déséquilibrent. On a eu avec Emmanuel récemment des échanges avec Jean Basser qui fait des expériences dans certaines agences de Pôle emploi dont on pourrait se dire qu'elles seraient assez intelligentes pour l'ADI, alors même que nous sommes beaucoup plus petits, donc ce n'est pas nécessairement dans les gros machins que se trouvent les innovations les plus limitées. Donc nos grands partenaires, on les connaît et on a l'habitude de travailler avec des partenaires. Donc évidemment, il faut approfondir nos relations avec eux. Mais il faut aussi développer des relations avec des nouveaux partenaires. Là, peut-être on en a trouvé un là sur le plateau qui annonçait tout à l'heure qu'il voulait. C'est formidable, non seulement parce que c'est un nouveau partenaire qui nous apporte éventuellement des moyens ou éventuellement un appui technique, etc., mais parce que c'est un partenaire qui vient en travers d'un autre univers et qui va nous pousser dans le dos. Donc, ce que j'aimerais, c'est que nous sortions de ces journées, de ce 30e anniversaire avec, je le disais tout à l'heure, l'immense fierté de ce qu'on a accompli, la confiance dans notre capacité à continuer parce qu'on a vraiment toute raison de penser qu'on va continuer et qu'on est bien parti, mais aussi un léger déséquilibre en nous-mêmes, un léger malaise, la conviction que d'ouvrir les portes et les fenêtres, de sentir les courants d'air qui sifflent et une petite poussée dans le dos, c'est ça qui fera que dans 10 ans, on aura peut-être 100 000 crédits supplémentaires et que dans les
3 ans qui viennent, c'est-à-dire ceux du plan stratégique, on aura non seulement atteint, mais dépassé nos objectifs, et en plus de la bonne manière, c'est-à-dire en touchant le plus possible de gens, parce que c'est comme ça qu'on y arrivera. Voilà, merci, et on continue. On y est? Vous nous voyez? Toute la salle? Merveilleux. Donc Frédéric, j'espère que vous avez bien ouvert la salle. Est-ce que maintenant tout le monde est d'excellente humeur? Donc ça veut dire que vous êtes dans des bonnes dispositions pour continuer à vous ouvrir, à faire un petit tour de table, un petit tour des créateurs, parce que vous avez vu qu'on a un gros salon. Enfin, je ne sais pas si on peut voir bien derrière moi, mais en tout cas, vous allez pouvoir faire un petit tour de France et des Outre-mer pendant une grosse demi-heure avant d'aller dans vos ateliers respectifs et de revenir pour la P2. Alors on est ici avec un quintet de créateurs qu'on va vous présenter en 2 temps. Peut-être est-ce que d'abord Élie, tu peux te présenter? Oui, bonjour, je suis Élie Gomba. Donc, je présente le jus de canne à sucre. Donc, je viens de la Martinique. Donc, voilà, j'ai mis en place un concept avec un extracteur de jus et je conditionne de la canne. Donc, maintenant, vous aurez en Europe la possibilité d'avoir du jus de canne à sucre frais, en fait. Voilà. On peut acheter ici? On peut acheter sur place? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, comment dirais-je, moi, je commercialise les extracteurs, donc je les loue en général pour les restaurants, les hôtels. Et voilà, c'est-à-dire, à travers ça, vous avez la possibilité de boire du jus frais. Voilà. À tout de suite, Élie. Alors, pour ceux qui n'aiment pas le jus de canne à sucre, parce que dans les salades, c'est pas merveilleux, il existe l'huile d'olive. Et il se trouve, ça tombe très bien qu'on ait une productrice d'huile d'olive avec nous. Alors, je m'appelle Émilie Borel et je viens de Corse. Et si vous avez le temps tout à l'heure, il faut venir déguster. On a une gamme classique et une gamme aromatisée aux agrumes. Voilà. Merci beaucoup. Et alors, pour ceux d'entre vous qui n'aiment ni le jus de canne à sucre, il y a des applaudissements derrière, on les entend pas, mais c'est merveilleux. C'est les Corses. C'est vrai ou pas sur le lobby corse? Alors, pour ceux d'entre vous qui n'aiment ni le jus de canne à sucre, ni l'huile d'olive, bon, d'abord vous avez des goûts bizarres, mais peut-être que vous aimez vous déguiser. Et pour ça, ça tombe bien, peut-être on peut faire un gros plan pour voir ce costume qui n'est pas effectivement ta tenue de tous les jours, mais ce que tu fais, puisque tu proposes des tenues costumées pour enfants, mais aussi pour adultes. Ai-je appris? Et comme j'ai bientôt une soirée costumée, je vais passer venir te voir pour que tu m'en dises plus. Dis-nous un peu ce qui se passe pour ceux qui ont envie de devenir sirène. Alors moi, c'est Lorraine Delhomme et mon entreprise, c'est Créatures de l'eau. Je viens de la Vienne et je propose en fait la fabrication de costumes de sirènes pour la nage en monopalme, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Et je fais également les tenues de sirènes et créatures aquatiques pour les poupées de collection. Et je customise aussi des poupées. Voilà, alors le but, c'est d'importer le mermaiding qui vient des États-Unis en France. C'est une activité à la fois ludique et sportive puisqu'on mélange la natation en monopalme avec le côté ludique de la sirène. Voilà. Merci à tous les trois. Donc à tout de suite. Vous allez avoir la très très large assistance qui va vous rejoindre. Et venez tous les deux pour continuer un peu ce Tour de France. Alors mon camarade ne propose pas des Minerves. Ça c'est malheureusement un petit accident d'existence. Mais tu es plutôt sur l'impression 3D toi en fait. Oui, moi je représente la société 3D Addict. Je fais tout ce qui est objet imprimé en 3D à votre effigie. Je fais de la personnalisation d'objets sur mesure. Je fais tout ce qui est figurine en 3D à votre effigie. Et je propose aussi des macarons avec le logo d'entreprise, une image ou une photo dessus, ainsi que le café imprimé avec le logo, image sur votre café. Alors il n'y a aucune limitation en ce qui concerne les impressions 3D. On peut aller sur des personnages très très connus. Je suis passé sur ton stand, j'ai vu Donald Trump, Super Mario, etc., etc. On pourrait même faire Frédéric L'Avenir ou pas? Oui, bien sûr. On peut tout faire. L'impression 3D, c'est illimité. La seule limite, c'est l'imagination. Ça me paraît être une limite acceptable. Alors, il y a peut-être dans la salle des personnes qui sont un peu stressées. Vous avez entendu Arthur, vous avez entendu Arnaud Zigerman vous expliquer tout le stress qu'il y avait dans la création de l'entreprise, vous avez entendu la robustesse. Quel est le meilleur moyen pour se détendre? C'est d'aller voir ma voisine qui va vous donner les secrets de la sophrologie. Bonjour, je m'appelle Véronique Andric, je viens du Grand Est et j'ai ouvert un cabinet de sophrologie. Donc, c'est une méthode de relaxation qui est en direction des adultes, mais aussi des adolescents, les enfants, en groupe ou individuel, mais aussi en entreprise. Donc, on apprend à se détendre, à mieux gérer son stress et à vivre en toute autonomie et le bien-être. Et on vous attend tous pour une petite séance rapide
avec quelques conseils pour vous détendre et bien vivre cette journée jusqu'à ce soir. Merci, à bientôt. Merci à tous les deux, merci à tous les 5.